Merci de votre fidélité, messieurs, madame. Bienvenue dans ce rendez-vous appelé Politico, comme le nom le dit. Ici, nous parlons de l'actualité politique en République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'extérieur. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver après beaucoup de temps. L'actualité de la semaine est dominée ou a été dominée par la SENCO qui a claqué la porte au pouvoir en place en rappelant au pouvoir de respecter la constitution sur laquelle le président Félix-Antoine Tshisekedi avait prêté serment et avait promis de la respecter. Entre-temps, l'UDPS traduit devant la justice une de ses branches. Il s'agit de la force du progrès et nous parlerons également de la coalition 64 qui est une structure qui réunit les opposants de la République démocratique du Congo qui annonce de descendre dans les rues de Kinshasa à travers une marche populaire pour réclamer la démission du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'ils estiment que le président aurait trahi la constitution qu'il a promis de respecter. Et finalement, nous allons en revenir ici au Lualaba. Il y a aussi une grande actualité. Il s'agit de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a autorisé l'ouverture de l'instruction à l'endroit de son rapporteur, l'honorable Mouchaïla Shimata Weber. Ça sera tout pour l'actualité de ce soir. Je pense que vous êtes bien installés. Nous allons tout à l'heure ouvrir les rideaux de ces politicos de ce vendredi, de partout où vous êtes. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure ou de l'endroit. Bienvenue à vous, Crispin Salomon. Merci bien, Madame Grasse. Merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers Mikoma Radio et télévision. Ça faisait longtemps, hein? En tout cas, j'ai choisi de le recevoir après mon retour. Merci bien, c'est un honneur et un plaisir. Alors, comme je venais de le dire, nous commençons par la position de la SENCO qui a dit non à la révision constitutionnelle en rappelant au chef de l'État ou au pouvoir en place de respecter la Constitution. Crispin Salomon, comment évaluez-vous cette décision de la SENCO qui vient de tomber en début de cette semaine? Merci bien pour la question. Je crois d'emblée ici commencer par dire... Personnellement, je ne sais pas de quoi on discute depuis un certain moment. Ah bon? Mais oui, puisque j'entends certaines personnes parler d'une révision constitutionnelle à venir, d'autres parlent du changement de la Constitution à venir, et je vous dis la vérité en toute objectivité, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être vous, journalistes, vous vous êtes approché de la majorité Union Sacrée pour savoir de quoi. Il est question d'abord de quoi au juste. Essayez d'abord de... Malheureusement, je ne sais pas répondre à votre question. Je suppose seulement que j'ai sur ces plateaux un Congolais qui suit de près l'actualité de la République démocratique du Congo. Et à ce jour, l'actualité au niveau du pays, il s'agit de la révision constitutionnelle. À moins que vous me dites que vous n'êtes pas Congolais, vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe au pays. Comme je venais de le dire, moi j'ai suivi certains membres de l'UDPS et de l'Union Sacrée dire qu'ils préparent le changement de la Constitution. Okay. J'ai également suivi d'autres qui disent qu'ils préparent la révision de la Constitution. Donc vous êtes confus à ce niveau. C'est ce que je dis. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que citoyen, en tant que scientifique, je voudrais quand même brosser quelque chose sur cette question. Et puisque l'émission est également pédagogique, et d'ailleurs l'opinion qui nous suit doit savoir de quoi il est question. D'abord, je commence par le fondement épistémologique de la Constitution elle-même. Allez-y. Vous savez, Madame Grasse, la famille romano-germanique dans laquelle fait partie le droit positif congolais exige une mise en commun des 4 approches pour mettre en place une constitution. Il s'agit premièrement de l'approche positiviste, il y a l'approche contractualiste, il y a l'approche juste naturaliste et même l'approche sociale. C'est quoi ces 4 approches? Une approche positiviste, c'est celle qui fait de la Constitution comme étant la loi mère, la loi qui sous-tend toutes les autres règles de droit. L'approche contractualiste fait de la Constitution un pacte social, ou, en d'autres termes,
un accord entre tous les citoyens de la République. L'approche sociale fait de la Constitution cette règle du droit qui doit faire intervenir en elle toutes les valeurs de la société, qu'elles soient politiques, institutionnelles, économiques et même sociales. Et l'approche juste naturaliste qui découle du droit naturel fait que la Constitution doit se reposer sur l'actualisation des réalités de la société. Et alors, ce qui fait que la Constitution n'est pas une simple règle de droit, non. La Constitution est le fondement même de toute société. Alors vous puisque c'est elle, je m'excuse, okay. Puisque c'est elle qui définit le fonctionnement de la société dans son entièreté, les institutions, les relations entre citoyens, entre les États, ainsi de suite. Donc, parler de la Constitution n'est pas une simple affaire où chacun peut se réveiller un matin et commencer à en parler comme si c'était une chose assez légère. Non. Et maintenant, quid de la révision d'abord de la Constitution? Et je vais aussi parler du changement. Et toute révision constitutionnelle doit se faire sur une exigence. Et cette exigence, c'est laquelle? C'est lorsqu'il y a la nécessité de confronter ou de rallier ou d'acclimater les règles de droit, les réalités politiques, sociales, économiques et institutionnelles de la société, les accommoder aux réalités actuelles de la société. Et toute révision doit se faire dans le strict respect des dispositions de la Constitution qui existe elle-même et qui le dit clairement. C'est comme de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Justement. Il est clairement dit qu'il y a des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision et des dispositions qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une révision. Et là, je vois l'article 220. Dans les articles verrouillés. Verrouillé, ce qu'on appelle article verrouillé. Justement. Donc, toute révision qui toucherait aux articles, à l'article 220 ou à toutes les matières qui sont reprises dans l'article 220 viole la Constitution. Ça, c'est la révision. Et le changement de la Constitution. Quand est-ce qu'on peut changer une Constitution? C'est là le plus grand problème aussi. Madame Grasse, en droit positif congolais ou en droit congolais, chez nous à RDC, la Constitution ne peut être changée qu'en 5 circonstances. Je précise ici. 5 circonstances. Je voudrais quand même vous le lire in extenso. Les 5 circonstances dans lesquelles cette Constitution peut être changée. Premièrement, on peut changer une Constitution lorsqu'il y a la création d'un nouvel État. Deuxièmement, on peut changer la Constitution lorsqu'il y a une révolution ou un changement radical du régime politique. Est-ce qu'on a changé le régime? Je m'excuse, nous allons en venir et peut-être ceux qui nous suivent, bien sûr, ne vous en faites pas. Tous ceux qui nous suivent vont commencer maintenant à analyser. Troisièmement, on peut changer une constitution lors d'une transition politique majeure. Quatrièmement, on peut changer de constitution lors de la sortie d'une guerre civile ou d'une crise institutionnelle profonde. Et enfin, cinquièmement, on peut changer une constitution lors d'un processus constituant décidé par le peuple. Ce n'est que... Parce qu'il ne faudrait pas nous faire avaler des choses sans vérification. Nous sommes des intellectuels. Lorsque vous évoquez certaines définitions, certains critères, on doit avoir la source. Madame, je parle ici devant caméra. Je sais que tous les juristes et tous les constitutionnalistes du monde entier me suivent. S'il vous plaît, madame. Mais non. Je suis en train de vous... Vous pouvez quand même vous apaiser un tout petit peu. Je dois aider ceux qui me suivent à vérifier ce que vous avancez ici. Allez-y. C'est bien. Nous avons une faculté de droit ici à l'université de Colosie. Je pense même ça, la source. Je m'excuse, madame. Soyez à l'aise. Je suis à l'aise, Christian Salomon. Nous avons besoin de la source de ce que vous avancez. La source de ce que j'avance ici, c'est le cours du droit constitutionnel lui-même. Merci.
Donc ici, j'ai dit ici que l'émission est pédagogique, donc je n'évoque pas des choses que Crispin Saloum a rêvé ou qu'il peut venir. Voilà. La source de tout ceci, c'est le droit constitutionnel. Je pense que je suis assez clair là-dessus. Et je sais que tous les juristes de ce pays me suivent. Et ils le savent. Donc, il n'y a rien que j'ai inventé ici, dans ces théories ici. Justement. Et alors, maintenant, lorsque j'entends les amis de l'Union sacrée évoquer d'abord la révision constitutionnelle, quelle est la raison qu'ils évoquent? Depuis que je commençais à les entendre, je n'ai jamais suivi quelqu'un qui vient avec des arguments convaincants qui justifieraient une révision constitutionnelle. Par contre, j'entends les gens dire, quand vous prenez l'article 217, on dit que non, on peut concéder une partie de la souveraineté de notre pays. Ça, ce n'est pas vendre le pays. Quand vous prenez la Constitution, elle bloque le fonctionnement des institutions. Par exemple, la mise en place du gouvernement qui prend beaucoup de temps. La mise en place de... Madame Grasse, je voudrais ici dire devant caméra qu'il n'y a aucune disposition dans une constitution quelconque qui bloquerait le fonctionnement des institutions. Aucune disposition. Je suis tentée de vous poser une question. Allez-y. Crispin Saloum, à ce jour, est-il pour ou contre la révision ou les changements constitutionnels? Madame, je suis citoyen congolais. Et en tant que tel, deuxièmement, je suis un scientifique, donc quelqu'un qui a été à l'école où il doit apprendre à réfléchir de manière méthodique et rationnelle. Brièvement, je vous dirais, au regard des éléments que je venais d'évoquer, il n'y a à ce jour aucune raison qui justifierait la révision constitutionnelle, moins encore son changement. Et d'ailleurs, pourquoi? Puisque je vais directement lire l'article 217 de cette même constitution, et même l'article 219. Donc vous êtes contre? Je m'excuse, madame, je ne suis pas contre. Ici, je lis la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Il ne peut jamais y avoir révision des constitutions pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège ou en cas d'absence à la présidence de la République. Nous ne sommes pas en guerre en RDC contre le Rwanda, qui occupe 2 de nos provinces. Nous ne sommes pas en état de siège dans ce pays. Le même Parlement qui a voté la loi sur le référendum, c'est celui qui proroge l'état de siège chaque 15 jours après. Et maintenant, pendant que la Constitution vous dit clairement à l'article 219 qu'en état de guerre, pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser une Constitution. Comment pendant cette période quelqu'un peut réfléchir, réviser la Constitution? Comment? Et vous voulez que moi, Crispin Saloum, citoyen, scientifique de mon état, je dois être d'accord que des politiques, leurs intérêts, viennent vous constitutionnels pendant cette période. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec ces changements. S'il vous plaît, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci, moi, comme citoyen et comme scientifique, le conseil que je donnerai aux amis de la majorité au pouvoir, s'ils veulent réviser la Constitution, qu'ils finissent d'abord la guerre, que nous puissions, qu'ils puissent récupérer nos 2 provinces. Les nous, pourquoi? Pardon? Vous avez commencé par nous et puis qu'ils. Mais ce sont les amis de l'Union sacrée qui veulent de la révision. C'est notre devoir à nous tous Congolais. Oh, de finir la guerre. Vous gérez? Justement, chacun a un rôle à jouer. Quel est ton rôle et quel est mon rôle dans la finition de la guerre ou de la levée de l'état de siège? Vous n'avez aucun rôle à jouer là-dedans? Vous, en tant que citoyen congolais. Pour lever l'état de siège, qu'est-ce que moi, citoyen, je dois faire? Je ne parle pas de lever l'état de siège, je parle de la pacification. Il y a 2 éléments, s'il vous plaît, madame. Vous savez, à un certain moment, c'est vous, journalistes, qui créez la confusion dans l'opinion publique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me faites pas porter un chapeau qui n'est pas le mien. Je dois le faire, puisque ici, la Constitution dit que pendant l'état de guerre, on ne peut pas réviser la Constitution. Pour ça, il faut me demander ma position à moi, Crispin Saloum. Pourquoi? Puisque qui a le monopole de mettre fin à la guerre? Ceux qui détiennent le pouvoir. Vous gérez quoi? Vous êtes ministre de la Défense? Vous êtes président de la République? Vous êtes chef de gouvernement? Je le suis aussi. Donc la population n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce que nous devons faire? En dehors peut-être des renseignements. Ici, moi, je suis au Lualaba. S'il vous plaît. Je suis au Lualaba, je ne suis pas là où il y a la guerre. Quelle est l'information que je peux donner par rapport à la guerre? À ceux qui gèrent, même ici. C'est laquelle? Je crois que peut-être ceux qui sont de ce côté-là, il n'y a que ceux-là qui peuvent le faire. Pas Crispin Saloum qui est ici à Colombie. Donc la population peut jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez posé à moi la question. C'est que je dois. Ici, je ne parle pas des autres. Voilà. Donc, moi ici, en tant que Crispin Saloum, je ne peux rien.
Donc les amis de l'Union sacrée, s'ils voudront penser réviser la Constitution, qu'ils finissent la guerre, qu'ils lèvent l'état de siège, que le pays recouvre sa totalité de son intégrité, que nous soyons en paix, et en ce moment-là, ils peuvent penser réviser la Constitution. Dans le cas contraire, le faire serait non seulement un aveu d'échec de la gouvernance, mais aussi une insulte à la conscience collective du peuple congolais. Mais je le dis. Mais vous êtes très fort sur ce Mais point. je le dis, je suis un citoyen et je suis un scientifique. Je répète ma phrase. Penser réviser la Constitution pendant cette période est un aveu d'échec de la gouvernance de l'Union sacrée, mais surtout, c'est une insulte à la conscience collective du peuple congolais. Et d'ailleurs, je peux même dire que cela constituerait la haute trahison dans le chef du président de la République qui a prêté serment de respecter scrupuleusement cette Constitution. Et il a fait ce serment devant Dieu, s'il vous plaît. Là, et il a fait ce serment devant Dieu et les hommes que nous sommes. Donc, je ne crois pas, moi, voir un président de la République qui se permettrait une telle trahison. Donc, ici, si la Senko a dit ce que je dis, elle a raison. Vous, changer ou reviser, c'est une forme de trahison. Madame, j'ai commencé d'abord par réviser. J'ai dit ceci. Pensez, même pas réviser, pensez à la révision de la Constitution pendant cette période. Est un aveu d'échec de la gouvernance Union sacrée, mais surtout, c'est une insulte à la conscience collective du peuple congolais et la haute trahison dans le chef du président de la République. Alors, nous voudrons comprendre, parce que vous êtes un rodé en politique, vous êtes un analyste politique. Il y a même des gens qui se posent la question, Crispin Salomon, il est de quel côté, opposition majorité? En parlant de cette question, je parle comme citoyen congolais et scientifique. Je m'attendais à cette réponse, mais je voudrais savoir, Crispin Salomon, puisque selon les textes que vous venez de brandir devant notre caméra, vous affirmez qu'il n'y a aucune raison qui justifierait le changement ou la révision constitutionnelle sur base de réalités que nous voyons sur le terrain. Alors, selon vous, étant analyste politique, étant citoyen congolais, si nous voulons changer ou réviser la Constitution à ces jours, c'est pour satisfaire qui? Est-ce pour répondre aux besoins du pays ou pour répondre aux besoins de l'homme politique congolais? Merci bien, Madame Grasse. Je répète, vous savez, vous parlez à un scientifique et encore un enseignant. Okay. Donc, M. Salomon, quand il veut parler devant caméra, il doit situer son débat. Allez-y. Ici, vous, journalistes, aidez-nous à situer d'abord le débat. Vous parlez de la révision de la Constitution ou du changement. Selon vous, le chef de l'État a parlé de quoi? Selon vous? Moi, je n'ai jamais entendu le chef de l'État parler de cette question. Et d'ailleurs, lorsqu'on lui a posé la question, je ne l'ai jamais entendu parler ni de la révision de la Constitution, vous êtes sûr, moins encore de changement. Vous êtes sûr? Je suis clair ici, je suis devant les caméras. Il a dit, je dois vous rappeler, okay. Il a dit parmi les clauses avec les USA, il y a des clauses qui exigent que la Constitution soit touchée. Il l'a dit. Ah, ok. En disant la Constitution peut être touchée, il parle selon votre entendement ou l'entendement des gens. Pas selon. Vous voulez dire que vous ne vivez pas au Congo? C'est ce que j'ai dit. Moi, j'analyse la phrase que vous venez d'évoquer. Lorsque le président dit qu'il y a des dispositions la Constitution peut être touchée, pour vous, c'est une révision et au même moment, ça peut être aussi un changement. Vous à un Congolais de réfléchir. Mais bien sûr, on ne refuse à personne de réfléchir. Mais réfléchir sur la Constitution, c'est la réviser. Réfléchir sur la Constitution, c'est la changer. C'est ce que cela veut dire. Donc vous voulez dire les débats qui se passent au pays là sur les changements ou la révision constitutionnelle, vous n'avez rien entendu là-dessus? Le débat, c'est ce que nous faisons ici. Mais ce que nous faisons ici touche en quoi la Constitution? Le débat que nous faisons, c'est aussi ce qui se fait partout ailleurs. Ce débat ici. Pourquoi il y a ces débats, à votre avis? Ah, il y a ce débat, puisqu'il y a une cacophonie dans la compréhension, et je sais que cette cacophonie-là est entretenue par ceux-là qui en parlent. Qui serait à l'origine de cette cacophonie? Mais les politiques, et particulièrement les politiques de la majorité au pouvoir, Union sacrée. Et pourquoi ces politiques créent cette cacophonie? Ah, ils savent, c'est pour leurs intérêts, c'est pour eux. Puisque pour eux, en mettant une cacophonie dans l'opinion, cela permet d'abord que les gens puissent s'occuper à évaluer leur gestion, et les gens seront distraits dans ce débat, comme d'ailleurs nous l'avons suivi depuis un certain moment. Donc vous voulez dire que le régime n'a pas l'intention de changer ou de réviser la Constitution, c'est juste une stratégie pour distraire la population? Madame Grasse, je ne suis pas un prophète ou Dieu qui peut examiner le cœur des individus. Je ne peux pas, moi, en tant que scientifique, porter des intentions sur des individus.
C'est pour ça que je vous dis ici, si les amis de l'Union sacrée penseraient réviser la Constitution pendant cette période, ils n'en ont pas le droit. Ils ne peuvent pas le faire, ce sera une autre trahison et un coup d'État constitutionnel. Et pire encore, s'ils penseraient changer la Constitution, même si la guerre s'est terminée, ce sera un coup d'État qu'ils feront contre leur propre régime. Puisque les 5 circonstances en droit constitutionnel qui nécessiteraient le changement de la Constitution ne s'y prêtent pas. Il n'y en a même pas une seule circonstance. Donc, ils ne le feraient pas. Je le dis ici comme citoyen scientifique. Donc, ici, je vous dis sincèrement, les amis qui parlent révision de la Constitution ou changement de la Constitution, je le dis ici, ils en parlent d'abord par ignorance. Deuxièmement, ils en parlent par machination politique. Et troisièmement, ils en parlent pour distraire l'opinion publique. C'est pour ces 3 raisons. Vous pensez qu'on veut détourner l'attention de l'opinion publique sur les bilans du régime Tshisekedi? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, c'est quoi la peur de détourner l'attention de la population pour qu'elle ne se concentre pas sur les bilans? Mais qu'est-ce que l'Union sacrée fait pour ce peuple? Donc vous pensez que le bilan de l'Union sacrée est un échec? Mais vous, ici, depuis que cette gouvernance a commencé, qu'est-ce qu'on a amélioré dans la vie des Congolais? Qu'est-ce que l'Union sacrée a déjà amélioré de la vie des Congolais depuis que cette gouvernance il faut a commencé? changer. Il faut réviser peut-être. Ah, donc lorsque vous échouez dans la mission qu'on vous a confiée, la solution c'est changer les règles de jeu. Les 5 ans ne sont pas peut-être suffisantes, les 5 années. Peut-être qu'il faudra Grâce, revoir. évitez de raconter ce genre de choses. Il semblerait qu'il faudra aller de 5 à 7 ans. S'il vous plaît, évitez de raconter ce genre de choses. Je m'évite d'utiliser un terme assez fort. D'utiliser ce genre de choses devant l'opinion. Il y a des États dont le mandat est de 4 ans et qui font beaucoup de choses. Madame Grace, je le dis ici devant caméra, cette république ici, gérée par M. Crispin Saloumou comme président de la République, je n'ai pas besoin de 5 ans pour changer la vie de ses compatriotes. Non. C'est très facile de parler. Je vous dis, non, il ne faut pas dire ça, madame, il ne faut pas tomber. L'UDPS aussi nous donner ce genre de discours. S'il vous plaît. Justement. Vous savez, vous avez été à l'université, donc au moins vous avez eu à étudier le cours de logique. Madame, évitez les 7 erreurs de raisonnement, parmi lesquelles l'induction, que vous venez de faire là. Non, il ne faut pas dire puisque tel a fait, tout le monde le fera. Non, ça c'est une erreur grave de raisonnement. Non. Je m'appelle Crispin Saloumou, vous vous appelez Grace Kalong, l'autre s'appelle Félix Tshisekedi, l'autre s'appelle ceci, cela, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas, puisque Kabila a échoué, puisque Tshisekedi a échoué, non, Grace Kalong aussi va échouer. Mais pourquoi? Vous tirez cette conclusion de quoi et pourquoi? Donc en disant vous l'avez vu à la manœuvre? Vous pensez qu'il faudra laisser le pouvoir peut-être à quelqu'un d'autre? Madame, laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Le chef de l'État, au regard de l'article 70, a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais quand vous dites laisser le pouvoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour vous, si quelqu'un a déjà cumulé ces 2 mandats constitutionnels, il peut rester où? Pour vous, c'est laisser le pouvoir. Comme ce que j'entends les gens dire. Non, Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Ça, c'est quel broutilles? Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Kabila a fini ses mandats constitutionnels et il devrait partir et il est parti. Tshisekedi va finir ses mandats constitutionnels, il doit partir. Il doit. Celui qui viendra va faire ses mandats constitutionnels, il devra partir aussi. Il a eu une mission, il semblerait. C'est ce que dit la Constitution. Oui, il semblerait qu'il a une mission. Non, j'ai dit c'est ce que dit. Un mandat. J'ai dit c'est ce que dit la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est là où je reviens, madame. Vous êtes journaliste, vous ne savez pas ce que vous dites là, c'est que cela fait dans l'opinion. Vous savez que pour l'opinion, les gens qui n'ont pas étudié, lorsque vous dites ça, ils auraient pensé que c'est ça même le principe. Non, évitez ce genre de choses. Nous sommes sérieux. Nous sommes sur un média qui est suivi à l'international. Vous ne pouvez pas venir avec ce genre de théories inutiles et futiles. Non. Je dois avouer une chose, Crispin Saloumou. En tout cas, sincèrement, je dois avouer que je retrouve les Crispin Saloumou d'avant là. Oh, où était-il parti? Franchement, je pense que ceux qui nous suivent comprennent de quoi il s'agit. Je retrouve l'analyste politique Crispin Saloumou d'avant. Mais il y a une chose. Merci bien. La nation est en péril. Dixit la CENI.
La CENI a-t-elle raison ou tort? La CENI? La SENCO, voilà. Ah, la SENCO? Oui. La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan, selon la SENCO. Elle peut avoir raison si elle justifie ses déclarations, mais si toutes ces déclarations portent sur les intentions des politiciens, moi je dirais peut-être qu'elle a mis la charrue avant le bœuf. Et déjà la position de la CENI, selon vous, à votre avis, ça peut changer quelque chose par rapport... La position de la SENCO changer quelque chose? Je ne crois pas du tout, parce que je l'ai dit ici. Est-ce que vraiment on peut limiter la vie de toute une nation sur base de supputations, sur base de déclarations d'ailleurs de personnes qui n'ont ni titre ni qualité d'abord? C'est qui ces personnes? Mais c'est ces politiciens qui parlent de révision et changement. Ici. Nous parlons de la SENCO sur sa position. La SENCO parle de ce qu'elle entend des politiciens. Okay. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, ces politiciens-là qui en parlent, qui sont-ils? Quel mandat ont-ils? Et est-ce que la SENCO a oublié que les politiciens, congolais particulièrement, se battent que pour leurs propres intérêts, même s'ils n'apportent rien dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens? La SENCO a-t-elle oublié ça? Non, je ne le crois pas du tout. Je crois que ce qu'il faut faire ici, c'est que nous devons nous dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent l'être. Comme je venais de le dire, pour moi, je sais que pendant cette période, le pouvoir en place, la majorité Union Sacrée, n'a ni qualité, ni opportunité, ni raison de penser. Je dis bien penser à la révision constitutionnelle. Je dis bien penser, même pas agir. Mais comment? Même pas penser à la révision de la Constitution. Le faire serait non seulement mener un coup d'État contre leur propre régime, mais également insulter la conscience collective de tous les non-citoyens congolais que nous sommes. Avant d'aller à notre sujet, je voulais qu'on réfléchisse un tout petit peu. Il y a une couche de la population qui estime que parler de la révision constitutionnelle nous renvoie directement au changement, parce qu'une fois touché à certains articles de la Constitution pour le réviser, c'est automatiquement une nouvelle Constitution qui nous aura. Non, c'est de l'ignorance qui leur fait. Permettez, je dois partager cette réflexion d'une couche de la population. Il y a, je disais, toucher à la Constitution dans le sens de la réviser, c'est automatiquement la changer, parce que nous n'aurons plus la Constitution qu'on avait au départ. Et donc, une fois changée la Constitution, nous migrons vers la 4e République. Ça, c'est selon cette couche de la population. Et lorsque nous migrons vers la 4e République, c'est-à-dire nous acceptons la balkanisation parce qu'il y a des territoires occupés par la rébellion, est-ce qu'ils vont accepter aussi d'utiliser la Constitution qui serait mise d'application au niveau du pays? Est-ce que vous partagez cette réflexion? C'est une réflexion ignorante, madame. C'est ce que je venais de dire. C'est une réflexion ignorante. Penser que réviser la Constitution, c'est la changer. C'est de l'ignorance et de l'ignorance pure et simple. Je venais de le dire ici. C'est quoi d'abord la révision de la Constitution? Je commence d'abord par la définir pour que l'opinion comprenne. Justement. C'est quoi la révision? Je vais d'abord lire in extenso ici. La révision d'une Constitution, c'est la procédure par laquelle certaines dispositions de la Constitution sont modifiées, complétées ou supprimées afin d'adapter l'organisation de l'État aux nouvelles réalités politiques, sociales ou institutionnelles. C'est ça la révision. Et donc on modifie ici, les articles tels que votre veste là-bas. Lorsqu'on modifie, je ne sais pas moi, le bouton que vous avez, ça ne sera plus la veste que vous avez. Mais bien sûr. Ça sera une nouvelle veste. Non, ce ne sera pas une nouvelle veste. Ce sera la même veste, mais qui a été modifiée. Donc pas la veste initiale. J'ai dit ceci, c'est ça madame, mais je venais de le dire, une révision est une modification. Et dans cette modification, on peut changer une disposition. S'il vous plaît, madame, madame Grace. Mais justement. S'il vous plaît, vous n'êtes pas juriste, et lorsqu'un juriste vous parle, vous devez l'écouter. Mais ce n'est pas une parole d'évangile, Christian Salomo. Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas une parole d'évangile. Ce n'est pas parce qu'un juriste doit parler qu'on doit tout accepter. Nous sommes en train de réfléchir. Madame, le droit, c'est une science qui est fondée sur des théories et sa pratique. Et ne peut parler du droit
que celui qui a étudié cette théorie et qui pratique cela. Donc, ici, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Oui. Donc, ici, ne faites pas dire à la règle des droits ce qu'elle ne dit pas. Je suis en train d'expliquer les choses simplement ici. Réviser signifie modifier une constitution. Et cette modification peut porter sur une suppression d'une disposition, un changement d'une disposition, tout comme ça peut être un complément d'une disposition. Trois expressions que j'utilise. Okay. Compléter, supprimer ou modifier. C'est ça la révision. Okay. Le changement de la Constitution, c'est quoi? Le changement de la Constitution, j'ai défini aussi. C'est le remplacement entier d'une Constitution par une nouvelle, en instaurant un nouvel ordre constitutionnel. Il y a le vocabulaire entier. Vous comprenez? Okay. Voilà, c'est ça le changement. Mais maintenant, c'est là où j'ai commencé par dire, les amis là qui en parlent, ils parlent de quoi au juste? Et je venais de l'évoquer ici. Je lis d'ailleurs, s'il vous plaît, je vais lire la Constitution elle-même. Je lis l'article 219. Qu'est-ce qui est dit dans la Constitution que nous avons, celle que nous avons ici? Il est dit ceci, en son article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Aucune révision ne peut avoir lieu. Et je vous ai évoqué ici. Quel est ce Congolais qui ne sait pas que nous sommes en guerre? Quel est ce Congolais qui ne sait pas que nous sommes sous l'état de siège dans deux provinces dans ce pays? Merci. Et d'ailleurs, donc ici, c'est pas moi qui le dis. Merci. C'est clair. Donc ici, nous devons évoluer. Pensez que l'on peut, je dis bien penser, que l'on peut réviser la Constitution pendant cette période, c'est un coup d'État contre son propre régime. Et pire encore, penser changer la Constitution sans aucun motif, sans qu'aucune des 5 circonstances ne s'y prête, serait un coup d'État constitutionnel. Entre-temps, la coalition C64 annonce une marche populaire. En tout cas, j'aime bien le mot populaire. C'est 8 juillet. Pour faire quoi? C'est la question. Alors, c'est que de la distraction pure et simple. Il y a quand même, on doit reconnaître que l'opposition a initié quelques actions sur le terrain. Et déjà, vous êtes sur ce plateau. Comment évaluez-vous ces actions menées par l'opposition? Du coup, le 8 juillet, l'opposition compte réclamer la démission du président de la République. Est-ce une bonne stratégie? C'est un manque à faire. Et d'ailleurs, je l'ai dit, lorsque je regarde les fameux opposants eux-mêmes, je rigole, puisqu'elle est en panne de stratégie. Vous allez demander la démission d'un président de la République sur base de quoi? Ils estiment qu'il y a une forme de trahison. Qu'a-t-il fait au juste? L'acte qu'il a posé sur lequel? Et selon vous, quand est-ce que l'opposition peut réclamer cela? Non, mais c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas prêter des intentions sur quelqu'un. Quel est l'acte que le président de la République a posé qui nécessiterait qu'une opposition puisse réclamer sa décision? C'est quel acte qu'il a posé? C'est lequel? Mais puisque vous avez estimé ici qu'on est en train de distraire la population sur cette question du changement, okay, donc, est-ce que ce n'est pas l'opposition qui comprend cela et veut contrer? Ah, ok. Puisqu'on distrait la population, vous allez exiger la démission. Ça, c'est une réflexion. Non, parce que je suis en train de dire. Je n'affirme rien. Pour cette fameuse opposition-là, puisque quelqu'un ne fait rien, est en train de distraire l'opinion, vous allez demander sa démission. Et selon vous, ils vont d'abord la demander à qui? Que doit faire l'opposition dans ce genre de contexte? L'opposition, comme je l'ai dit, quand je vois cette opposition, j'en rigole, puisque je vois des individus sans idéologie, des individus sans stratégie, des individus sans aucun apport en politique. Je vous dis la vérité. Donc ça ne va rien changer? Mais ça ne va rien changer, mais d'abord eux-mêmes là, ils parlent de quoi? Ces fameux opposants, ils parlent de quoi? J'ai même entendu quelqu'un dire... parle de quoi? L'opposition parle de quoi? Alors, Crispin Saloum, vous vivez sur cette terre où vous êtes un extraterrestre? Je vis dans ce pays et je peux vous dire, la conclusion de ce que nous vivons, c'est l'état dans lequel se trouve notre pays. Notre pays se trouve dans quel état? Parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète, selon le dernier rapport de l'indice des droits humains, et même de la Banque mondiale.
Notre pays se trouve parmi les 5 pays pauvres au monde. Et c'est quoi la priorité puisque nous nous retrouvons, selon vous, selon les 5 pays pauvres du monde? La priorité, ça doit être laquelle? Quelle est d'abord la priorité d'un gestionnaire? Madame Grasse, c'est là où je voudrais rappeler une chose. La politique ne vise qu'une seule mission principale. Depuis l'Antiquité grecque, où elle a commencé. L'amélioration des conditions de vie de la cité ou des citoyens. C'est ça, le rôle de la politique. Mais cette amélioration implique beaucoup... Madame, pourquoi il n'y a que chez nous où les gens peuvent penser que cela coûterait les yeux du pape? Et si cela est difficile, mais vous cherchez à gérer pourquoi alors? Vous cherchez à gérer alors pourquoi? Mais madame, il y a des États en Afrique, les nègres comme nous, qui se développent, qui améliorent un tant soit peu leur vie. Madame Grasse, une question assez simple, et je réponds moi-même. Allez-y. Pour que nous ayons à manger ici chez nous, ça demande un miracle. Peut-être. Et pourquoi devons-nous importer même à manger? Pourquoi? Parce que Crispin Saloum, on ne veut pas cultiver quelque part. C'est une très bonne chose. C'est puisque je ne veux pas cultiver. Et l'on peut s'imaginer, en tant que gestionnaire... C'est quoi votre contribution dans la lutte contre cette pauvreté? S'il vous plaît. Et en tant que gestionnaire, un gestionnaire peut penser que la culture à la main peut améliorer la suffisance alimentaire. Vous devrez commencer quelque part. Madame, avant de réclamer aux c'est ce que je dis. S'il vous plaît, Madame Grasse. Où? Écoutez, s'il vous plaît. Okay. Vous savez, M. Saloum n'est pas que simple théoricien. C'est un praticien. J'ai déjà eu au moins l'opportunité de gérer ce pays à et des fois au plus haut niveau. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Mais je le dis. Okay. Donc, arrêtez avec ce genre de théorie. Arrêtez avec ces théories. Les amis, nos frères africains qui se développent, ne viennent pas avec des théories. D'ailleurs, c'est pour vous dire, vous savez tout ce qui nous embrouille, c'est quoi? C'est puisque nous sommes un peuple ignorant, analphabète. Nous allons voter quelqu'un qui nous vient seulement avec des simples paroles. L'Union sacrée, en 2023, avait un projet de société qu'il a présenté aux Congolais. Crispin Saloum avait voté en 2023 ou pas? J'ai voté en 2023 comme citoyen puisque c'était un devoir. C'est un secret, je m'interdis de laisser poser la question. Vous avez bien sûr, j'ai voté pour qui et pour qui? Oui, je ne le dirai pas. Puisque je suis citoyen, j'ai voté de manière consciente. Moi, je ne suis pas un inconscient. Okay. Mais oui, moi, je ne suis pas un inconscient. Donc, vous pensez qu'il y a la responsabilité de la population dans les élections? Madame, nous avons une grande part de responsabilité. J'ai même entendu un député de l'UDPS dire tout haut dans un meeting que non, vous savez, nous, dans notre projet de société que nous avions présenté aux Congolais, nous avions dit, parmi les dispositions, si vous nous élisez, nous allons changer cette constitution. Je l'ai dit ici, et d'ailleurs je le regarde. C'est une promesse de campagne qu'on veut réaliser. Dites à Peter Kazadi qu'il nous montre, même à la télévision, le projet de société de l'Union sacrée, et qu'il nous montre la disposition qui dit, si nous sommes élus, nous allons changer cette constitution. Qu'il nous le montre. Non mais ça c'est moquer du peuple congolais. Et je le dis, et je le comprends. Il se moque du peuple, puisqu'il sait que le peuple est inconscient. Permettez le terme. Il sait que le peuple ne peut même pas lui demander des comptes. C'est ça le problème avec le peuple congolais. Entre-temps, l'UDPS traduit en justice sa branche, qui est la force du progrès. Ah, finalement, elle a compris que la fameuse force du progrès n'était qu'une bande de Koulouna, qu'il faut traduire en justice alors. C'est aujourd'hui que l'UDPS venait de se réveiller. Ah tout ce temps, l'UDPS ne savait pas que ces voyous-là sont des criminels. Ils disent qu'ils ne sont pas de l'UDPS, mais ils sont en train de ternir l'image du parti au nom du parti. Ils ne sont pas de l'UDPS, mais ils ternissent l'image du parti. En se faisant passer pour les membres du parti, alors qu'ils ne les sont pas. Et maintenant, si ce ne sont pas des membres du parti, l'UDPS a quelle qualité pour traduire en justice un citoyen, un quidam? Quelle qualité l'UDPS a-t-elle? Donc vous estimez que c'est une forme de cacophonie encore? Non, c'est de la confusion et de l'ignorance pure et simple, madame. Permettez quand même que je le dise. Vous savez, moi quand je regarde cette UDPS, je me suis toujours dit finalement, cette classe politique de la RDC, elle est comment? Vous savez qu'à l'UDPS, permettez le terme, même ceux qui ont des papiers des universités ou de je ne sais quoi, l'UDPS regorge beaucoup de personnes non instruites.
Ah bon, ça c'est fort. Je l'ai dit, je répète, je regarde la caméra. L'UDPS, je peux même donner le pourcentage. Les gens de l'UDPS vous suivent, hein? À l'UDPS, 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Je l'ai dit. Vous êtes Madame, responsable de ce que vous affirmez. j'ai dit ceci devant cette caméra. Okay. 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Pour preuve, depuis 2018, que l'UDPS vous donne d'abord un projet de société, de gouvernance. C'est un parti de masse. Que l'UDPS est un parti de masse qui n'a pas de projet de société. Ça veut dire quoi ça? Parti de masse qui vient chercher l'électorat mais qui n'a pas de projet de société. Et ça s'appelle parti de masse. Pour vous, parti de masse signifie ne pas avoir un projet. Vous voulez dire que parmi les structures qui tirent vers le bas l'État congolais, il y a aussi l'UDPS, parce que vous parlez de 80% de personnes illettrées. Madame, mais ça j'ai dit. Et d'ailleurs, quand vous prenez seulement la loi qui encadre, qui organise les partis politiques, quelle est cette disposition qui octroie à un parti politique d'être géré de bas vers le haut, comme les militants de l'UDPS le disent? Pour eux, ils disent, c'est nous qui décidons. Oui. Mais depuis quand? Le peuple d'abord. Depuis quand c'est le pied qui commande la tête? Le peuple d'abord. Ah, c'est ça. Donc vous pensez que déjà au départ, il y a une confusion? C'est de l'ignorance, ce n'est pas de la confusion, c'est de l'ignorance. Donc l'UDPS c'est un parti des ignorants, vous voulez dire ça? L'UDPS, 90% des militants UDPS n'est constitué que des illettrés. Je le dis ici. Même ceux qui ont des papiers, ce sont des illettrés, puisqu'ils ne comprennent rien. Pour preuve, comment quelqu'un qui a passé 5 ans à l'université, étudiant le droit, quelqu'un qui s'arrogerait même le titre de professeur ou de je ne sais qui enseignerait le droit, je dis bien qui enseignerait, puisque je ne sais pas le prouver moi, quelqu'un qui enseignerait le droit peut aujourd'hui, dans ces circonstances de guerre, d'état de siège, penser à la révision de la Constitution. C'est là où je donne raison au penseur qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous parlez de qui? Quand vous parlez de quel? De tous ces militants de l'UDPS là. Entre-temps, moi je salue le professeur Mbata. Merci à vous, Crispin Salou. Professeur Mbata. Je les salue. Il donne cours dans quelle université? Mais je suis désolée. Non, mais non, s'il vous plaît, madame. Vous êtes devant la caméra. Et lorsque vous évoquez des choses, vous devez avoir des preuves. Vous avez... Mais oui, vous l'appelez professeur, n'est-ce pas? Je les salue. J'ai le droit de saluer. Non, il n'y a pas de souci. Justement. Mais vous l'appelez professeur. Justement. Il donne cours dans quelle université? À vous de nous dire. Moi, je ne sais pas si Mbata donne cours. Je ne sais même pas s'il est professeur. Ah bon? Mais je le dis ici. Il donne cours dans quelle université? Et pourquoi on l'appelle professeur? Je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui l'appellent ainsi. D'entrer dans les débats des individus, nous parlons du dernier sujet, le Lualaba, où l'Assemblée provinciale a autorisé à la justice d'ouvrir l'instruction contre le dossier du rapporteur Weber Mouchaïla Shimata. Alors, Crispin Saloumou, c'est quoi votre lecture sur cette décision qu'a prise l'Assemblée provinciale du Lualaba? Merci bien pour la question. Je crois que l'Assemblée a pris une très bonne décision. Je m'attendais à une réaction contraire. Pourquoi? Puisque les faits ont été publics. Et lorsqu'il y a clameur publique, lorsqu'il y a des déclarations graves qui portent atteinte à la sécurité de la République, qui portent atteinte à l'intégrité physique de certains individus, qui portent atteinte à l'honneur, à la dignité de certains individus, je dis bien, qui sont rendus publics. Même si l'Assemblée provinciale n'aurait pas agi de cette manière, le procureur, près la cour d'appel du Lualaba, se serait saisi d'office de cette question. Donc, s'il y a une réquisition ou un réquisitoire demandant la levée de l'immunité... On n'a pas levé les immunités. On a autorisé l'ouverture de l'instruction. Madame, c'est ça la conséquence. Okay. Hein? Oui, il faudrait qu'on y aille. S'il vous plaît, ce qu'ils sont en train de dire, madame. Justement. L'Assemblée provinciale du Lualaba ne peut pas autoriser une poursuite judiciaire sans avoir levé l'immunité, puisque c'est l'une des exigences légales. Donc, en autorisant la poursuite judiciaire, en autorisant l'instruction judiciaire. L'ouverture de l'instruction. C'est ce que je suis en train de dire, madame, ce que j'appelle l'instruction judiciaire. En autorisant l'instruction judiciaire, c'est-à-dire
qu'elle a déjà levé les immunités. Lever les immunités a pour conséquence de déférer quelqu'un devant son juge naturel. Comme il est immunisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi. Pour qu'on le poursuive, il faut d'abord qu'on le désimmunise. C'est ça la levée des immunités. Mais moi, je ne pense pas. Donc c'est ça qui est dit, madame. C'est ça la conséquence juridique. Vous ne saurez pas peut-être le comprendre, vous êtes journaliste. Je l'ai dit, c'est la conséquence juridique de l'immunité. Okay. Lorsqu'on est immunisé, c'est-à-dire on ne peut pas être touché. Et lorsqu'on autorise qu'on vous touche, c'est-à-dire qu'on a déjà levé ses immunités. Mais moi, je pense que le procureur... C'est vous qui pensez, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, moi je parle de la décision de l'Assemblée. Je ne parle pas du réquisitoire du procureur. Okay. L'Assemblée provinciale du Lualaba, ayant autorisé au procureur de mettre la main sur M. Muchaïla Jimata. De l'entendre, pas de mettre la main. Madame, c'est ça, mettre la main, c'est-à-dire l'entendre, l'appeler même dans son bureau. Justement. Puisque lorsqu'on est député et qu'on est immunisé, on ne peut même pas aller être entendu par un magistrat. C'est ça, l'immunité. Et à ce jour, lorsqu'on a les immunités... Weber jouit-il des... ces honneurs des députés ou c'est un monsieur qui se présente devant la justice? Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale ayant déjà levé ses immunités des députés, il se présentera devant le procureur comme tout citoyen ordinaire. Mais moi, je ne pense pas. Madame, c'est vous qui ne pensez pas. Je l'ai dit ici, s'il vous plaît, madame. Okay. Ne faites pas croire à l'opinion ce que vous pensez et qui n'est pas ça. S'il vous plaît, madame. Non, ne monopolisez pas la parole ici. Nous parlons de la science. Il y a l'ouverture de l'instruction. C'est quoi? C'est-à-dire, l'honorable rapporteur de l'Assemblée sera entendu. Et si le juge estime qu'il y a de quoi poursuivre avec sa démarche, il va encore réécrire à l'institution Assemblée provinciale du Lualaba pour demander cette fois-là la levée des immunités. Pour faire quoi maintenant cette fois-là? Pour maintenant le poursuivre en justice. Oh. Je suppose. C'est ça que... Ah, vous supposez, hein? En tout cas, nous lisons tous. Non, c'est la science. S'il vous plaît, vous supposez. Lisons tous. S'il vous plaît, vous supposez. En tout cas, j'ai lu et je pense que c'est la science. Vous n'êtes pas le seul à lire. Crispin Salomon. Madame, je suis praticien de droit. Et je dis ceci, s'il vous plaît. Ok. Apparemment, c'est ce que je disais. Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes sûr? Non, ça c'est bien sûr, s'il vous plaît. Vous connaissez, la première conséquence des immunités? À vous de nous dire. Mais alors, mais quand je vous dis ça, vous voulez me dire le contraire. Mais non, ce n'est pas une parole d'évangile. Être d'évangile. immunisé signifie quelqu'un qui ne peut pas être touché sur quoi que ce soit ou pour quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est protégé. Et qu'est-ce qui protège les députés? C'est sa qualité de député qui l'immunise. C'est ça qui le protège. La qualité de député. En tant que député, il ne peut pas être entendu ni poursuivi par une quelconque juridiction de l'ordre judiciaire. En tant que député. Pour qu'il soit entendu, il faut d'abord qu'il perde cette qualité-là de député, qu'il l'immunise. Qu'il redevienne citoyen ordinaire. Donc on voit ces jours, vous comprenez? M. Weber est un citoyen. Et donc ici, je confirme, l'Assemblée provinciale du Lualaba, autorisant au procureur près la cour d'appel de l'entendre, de le poursuivre, c'est-à-dire d'ouvrir l'instruction. Bien sûr, c'est ça, madame. C'est-à-dire, M. Weber n'a plus d'abord cette qualité-là. Mais ici, je voudrais quand même préciser quelque chose. En perdant cette qualité pour l'ouverture d'une information judiciaire, cela ne signifie pas qu'il jouisse de sa présomption d'innocence. C'est-à-dire, là, il parle d'abord comme citoyen ordinaire, on va l'entendre. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que c'est pour l'entendre. C'est ce que je dis, madame. Je suis assez clair sur ce sujet. Allez-y. Et si le procureur trouve dans ses déclarations des moyens qui permettent à ce qu'il puisse l'inculper, cette fois-là, il va maintenant perdre, quand il y a inculpation, on perd maintenant
c'est cette présomption d'innocence. C'est-à-dire, pour le procureur, il s'est dit, ce monsieur n'est plus innocent, il a commis tel acte, tel acte, tel acte. Et là, le procureur fait quoi? Il revient auprès Là, de maintenant, l'institution non, assemblée ou pas? non, là maintenant, après, il peut même le mapper, comme on le dit. Il peut même l'arrêter, le mettre d'abord en prison. Sans saisir l'institution par exemple, qui les gère. madame, l'institution lui a déjà autorisé. C'est-à-dire, cette autorisation-là porte sur tous les actes que peut poser un procureur de la République. C'est ça l'autorisation. Je pense que le débat est ouvert bien sûr, avec il n'y a les même pas à juristes. débattre dessus. Nos portes sont grandement ouvertes. Madame, Ok. l'Assemblée, en d'autres termes, cette autorisation signifie ceci. Monsieur le procureur, nous vous remettons monsieur Mouchaïla pour que vous puissiez poser tous les actes qui vous sont reconnus par la loi en tant que ministère public. Alors, c'est par... permettez. Donc, si le monsieur avait cette qualité, le procureur ne peut même pas le toucher. La qualité de député, s'il l'a, il ne peut même pas l'appeler pour l'entendre. Alors, pourquoi le mot immunité n'a pas été utilisé ni par les Non, c'est ce procureurs, que j'ai ni par dit. l'Assemblée? Madame, c'est ce que Est-ce j'ai que dit. c'est par L'immunité... bonne volonté? Non, mais c'est normal. L'immunité signifie simplement la couverture qu'un député a qui le met en dehors de toute poursuite. Cela dû à sa qualité. Parce qu'on doit s'en tenir au fait, l'Assemblée provinciale, dans sa résolution, a dit autoriser l'ouverture des Madame, on ne instructions peut pas autoriser... et non lever les S'il vous immunités plaît, du s'il vous plaît, rapporteur. je dis ceci. On ne peut pas, l'Assemblée ne peut pas demander à un magistrat d'entendre un député. Ok. Puisqu'il est immunisé. Un monsieur, un citoyen qui révèle la qualité de député ne peut pas être entendu par une justice. Non. Donc la matière est donnée au juge. Donc, c'est ça que j'ai dit, si l'Assemblée a fait ça, c'est-à-dire que l'Assemblée lui a d'abord retiré la qualité de député, il redevient d'abord citoyen ordinaire pour qu'il soit entendu, tout en jouissant de sa présomption d'innocence. C'est ça. Donc, si maintenant dans ces interrogatoires, le procureur, le ministère public se sera rendu compte qu'il y a des faits infractionnels qui lui sont imputés, il peut directement même, si sa fuite est à craindre, il peut même le mettre en détention Revenons préventive. sur les faits. Il y a ceux qui estiment qu'un honorable député ne pouvait pas tenir ces genres de déclarations devant caméra, même s'il s'agissait de caméra téléphone. Et c'est quoi votre avis là-dessus? Vous savez que moi, je n'aime pas trop souvent utiliser ce genre d'expression. Honorable, ceci, excellence, non. Ce sont des honorables. Non, écoutez, madame. Ils ont l'honorabilité de la population. S'il vous plaît. Ok. L'honorabilité, c'est de l'estime de soi. Ok. C'est de la reconnaissance de la dignité que l'on porte. Ok. Et au regard des vidéos que j'ai vues, moi, Monsieur Weber n'a rien de dignité, rien d'honorabilité. Rien du tout. Puisque moi-même ici, même si j'aurais été en état d'ivresse, je ne ferai pas le type de déclaration qu'il a faite. Je vois même abîmer votre visage. Mais je le dis, puisque, sincèrement, Ça fait froid au dos. humainement parlant, et en tant qu'un homme normal, je ne peux pas croire que quelqu'un peut faire ce genre de déclaration. Je ne le crois pas du tout, sincèrement. Donc, le monsieur, dans ces déclarations qui circulent dans ces vidéos-là, il n'a rien d'honorable. Donc, moi, je soutiens la position de l'Assemblée. Donc, peut-être que 17 voix ont voté pour sa poursuite. Vous encouragez ces honorables députés? Et si les députés ne l'auraient pas fait, je vous dis la vérité, je quitterai même cette province. Crispin Salou Moussa, c'est trop grave. Je vous dis la vérité. Si les députés ne l'auraient pas fait, n'auraient pas autorisé qu'on poursuive les messieurs, j'aurais quitté la province. Donc, ils ont bien agi, selon vous. Mais bien sûr, ils ont bien fait. Mais je le dis, les déclarations que portent ces messieurs dans ces vidéos-là, mais elles portent atteinte à l'honneur, à la dignité de certains individus qu'il a cités. Les déclarations qu'il fait dans ces vidéos portent atteinte à la sécurité du pays. Vous pensez que ce n'était que de simples déclarations? Non. Ce sont des déclarations graves. Et moi, je me dis, si le monsieur est inculpé, eh bien, il fera face à un procès
aussi grave, je le dis, il fera face à un procès aussi grave. Donc ceci doit être un modèle pour les autres députés. Normal. Pour tout citoyen. Ou un exemple à suivre. Pour tout citoyen. Ok. Pas seulement député, pour tout citoyen. Vous ne pouvez pas tenir des déclarations aussi graves comme celle-là, celle que nous suivions dans ces vidéos-là. Non. Non. Et vous citez même des individus. Les collants même des affaires, des histoires. Non. Ça frise le même. C'est ce que j'ai dit. Donc, même si l'Assemblée n'aurait pas fait cela, le procureur près la cour d'appel du Lualaba se serait saisi d'office lui-même pour demander qu'il le poursuive. Et c'est quoi les conséquences de cette poursuite? Mais si le monsieur est inculpé, c'est-à-dire qu'il sera condamné. Et moi, au regard des faits, si ces faits sont confirmés, je sais déjà que le monsieur sera condamné. Donc, il sera condamné. Il y a possibilité de perdre son poste de député provincial? Oh, mais ça c'est la conséquence la plus logique, puisque s'il est condamné... Nous avons le droit d'informer la population. Oui, s'il est condamné, il perd automatiquement. Puisque la perte de la qualité de député ou du mandat de député peut se faire par une condamnation en justice, irrévocable. Est-ce que sommes-nous dans le cas des délégués? Bon, alors, attendons le procès. Attendons le procès. Je sais que si le procureur l'entend, il sera inculpé, il sera déféré devant son juge naturel, et je suis sûr, au regard des faits, qu'il sera condamné. Merci, Christian Et donc, Salomon. il perdra la qualité de Merci député. à vous d'avoir accepté de partager 58 minutes de votre temps. C'est un avec honneur, nous. c'est vraiment un plaisir. Madame, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Mais avant de partir, j'aimerais quand même remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous critiquent, parce que nous avons reçu un prix de la presse francophone. Et ceci, c'est grâce à vos critiques, grâce à vos efforts, vous qui nous suivez, qui ne cessez de nous critiquer négativement, surtout parce que ça nous permet de nous améliorer. On se retrouve très prochainement, toujours dans ce numéro des Politicos, pour échanger avec vous. Et bonne suite de programme sur Mekouba et bon début de week-end à tous.